Alors aujourd'hui, nous allons faire la dernière séance de notre cours énergie. Séance précédente, nous avons fait la première partie de l'écologie constructive et nous allons faire la dernière partie de écologie constructive. Petit rappel de ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc écologie constructive, ça consiste à non pas faire une architecture dite écologique, mais à se servir de l'architecture pour résoudre un certain nombre de questions, notamment le climat, des questions de cohabitation avec le monde vivant. Et donc c'est renverser finalement l'oxymore écologie-architecture en non pas architecture écologique, mais écologie par l'architecture, d'où écologie constructive. Pourquoi constructive? Parce que eh bien, je suis censé enseigner la part de construction de l'architecture et non pas l'histoire, la théorie, ce genre de discipline qui complète l'approche. Lors de ce cours précédent, nous avons parlé donc des dynamiques du monde vivant dans lequel nous réfléchissons et nous avons parlé du premier volet de la construction, répertorié comme tel, la structure. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enveloppe, c'est-à-dire de la façade, et de l'ambiance, c'est-à-dire finalement l'intérieur du bâtiment, si je puis dire, et son équipement. La structure, vous vous souvenez que ce que nous avons conclu, c'est que qu'elle soit dynamique ou statique, ou quasi statique, l'énergie était l'outil qui permettait de comprendre, j'allais dire différemment, la question de la structure. Et aujourd'hui, notre objectif est de se servir de l'énergie pour comprendre ce qu'est une enveloppe et comprendre ce que sont les ambiances d'une architecture. Et nous aurons fait comme ça le champ entier, tel qu'il est répertorié aujourd'hui dans l'enseignement de l'architecture, le champ entier de la construction, à savoir structure, enveloppe et ambiance. Voilà, donc nous allons parler d'écologie constructive. Alors d'abord, première partie, sur les enveloppes. Et là, nous allons nous servir d'une discipline qui a vu le jour à la mi-19e, avec des gens comme Carnot, comme Clausius, c'est-à-dire la thermodynamique, qui est une discipline qui permet de bien comprendre toutes ces questions d'énergie et d'enveloppe et de confort. L'objectif, c'est, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est de se servir de l'énergie pour comprendre simultanément structure, enveloppe et ambiance, et pour les enveloppes, de se servir de l'énergie pour faire le lien entre différentes disciplines, différentes spécialités techniques qui concernent l'enveloppe, à savoir les acousticiens, les thermiciens, un peu de structure aussi pour certaines enveloppes. Voilà, ce sont des gens qui parlent avec des langages différents, un vocabulaire, une grammaire qui n'est pas la même. Et si ces spécialités-là ne parlaient que d'énergie, eh bien peut-être arriverait-il à davantage remplir nos objectifs, qui est de concevoir une enveloppe qui soit vraiment une enveloppe apte à relever un certain nombre de défis, notamment climatiques. Alors déjà pour le bâtiment, et puis peut-être plus généralement pour les questions du climat. Au cours du cours sur la structure, j'avais dans 2 phrases balayer grammaire et vocabulaire d'un ingénieur structure qu'il utilise aujourd'hui et son cahier des charges, c'est-à-dire depuis l'environnement jusqu'au dimensionnement de la structure. Je vous rappelle cette phrase parce que je vais édicter la même phrase maintenant pour la question des enveloppes et des ambiances, mais intégrant ces questions d'écologie. Alors la phrase ancienne, si je puis dire, l'ancien paradigme en quelque sorte, d'un ingénieur, structure notamment, était l'environnement et le bâtiment en soi engendrent des forces, appelées charges, statiques ou dynamiques, comme on a vu, qui sollicitent la structure qui doit être stable, par triangulation et contreventement. Point. Par modélisation, il existe plusieurs modélisations, ces charges se décomposent en efforts internes qui créent des contraintes dans la matière. Ces contraintes, du fait du comportement de la structure, il y a des structures qui sont souples, rigides, entre parenthèses, raideur, inertie, liaison, engendrent des déformations qui doivent être contenues dans des limites admissibles. C'est-à-dire qu'on accepte le fait que ça se déforme, mais dans des limites admissibles. De résistance de la matière et d'usage du bâtiment. Alors il y a 2 limites, résistance de la matière, pour que le bâtiment ne s'effondre pas, et d'usage du bâtiment, c'est pour que le bâtiment soit encore propre à son usage, que par exemple que les planchers ne soient pas penchés, ou ce genre de choses.
Et donc ces deux limites sont appelées respectivement état limite ultime et état limite de service. État limite ultime, c'est quand le bâtiment est réputé ruiné, et état limite de service, eh bien, c'est quand on ne peut plus se servir du bâtiment, mais il est toujours debout. Voilà, je simplifie, mais c'était le raisonnement est le suivant. Et maintenant, nous allons édicter, pour ce qui concerne les enveloppes et les ambiances, une autre phrase qui va résumer et la grammaire, ou plutôt l'algorithme qu'utilisent les ingénieurs pour résoudre ces questions-là, mais en intégrant tout ce dont nous avons parlé lors des cours précédents. Cette phrase, la voici. Les charges environnementales qui s'exercent sur le bâtiment et les besoins humains en termes de confort et de sécurité engendrent des exigences fonctionnelles et de maintenance du bâtiment. C'est-à-dire, en fait, on passe de l'environnement qui imprime comment dirais-je, une influence sur le bâtiment, et ce bâtiment doit être apte à, d'une part, assurer des caractéristiques de confort et de sécurité, et d'autre part, évidemment, à garantir sa maintenance dans la durée. Par itération et modélisation de l'impact environnemental sur le bâtiment, à partir d'outils comme le diagramme solaire, la rose des vents, les données météorologiques et l'analyse factorielle des sols, c'est-à-dire tout ce qui constitue la connaissance que nous avons de l'environnement proche du bâtiment, la définition des 6 phases de l'enveloppe du bâtiment et de ses ambiances hygrothermiques et dynamiques doit se faire dans des limites de confort acceptables et de conservation durable du bâtiment. Vous voyez, en fait, grosso modo, on a changé le mot force par le mot charge, mais charge en termes de confort et de sécurité. Donc, on va s'intéresser aux 6 faces du bâtiment, et pas seulement aux façades, c'est-à-dire le toit et aussi les fondations, comme surface de contact avec un milieu. Et on va s'intéresser aux exigences de deux manières, enfin au travers de 2 exigences différentes, le confort et la sécurité. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant, notamment d'abord en termes d'enveloppe. Alors, finalement, pour traduire ces exigences, nous allons parler en termes de performance d'une façade. Alors, quelles sont les performances qu'un ingénieur façadiste va définir préalablement avec l'architecte pour l'aider à concevoir sa façade? La première, la plus évidente, c'est la solidité de la façade. Et évidemment, une façade doit être solide. Ça paraît évident quand on construit un bâtiment en maçonnerie, ça l'est beaucoup moins quand on construit un bâtiment avec des façades rideaux, par exemple des façades en verre rideau, où la structure s'efface derrière la paroi en verre, mais cette paroi doit résister à notamment des charges de vent ou des charges de dilatation. Et donc, qui peuvent être importantes. Quand vous avez une plaque de verre qui fait 6 mètres de hauteur, les charges de dilatation et les pressions au vent, vous savez que le verre résiste assez mal à la traction, voire même très mal à la traction. Vous prenez une plaque de verre, vous appuyez dessus, vous pouvez vraiment exercer une charge extrêmement importante de compression dessus, il ne se cassera pas. Mais si vous le mettez en porte-à-faux sur cette table et que vous donnez un coup de poing, le verre se brise. Et donc, ça montre là que les forces de traction n'ont pas à être très fortes pour endommager une structure. Donc c'est d'abord la solidité, la première performance recherchée. Deuxièmement, c'est la sécurité. Alors là, après, ce n'est pas dans l'ordre, hein. Je les liste comme ça. Sécurité vis-à-vis des agressions, par exemple, ou des intrusions. Par exemple, à un animal, ou quelqu'un d'indésirable qui voudrait rentrer dans le bâtiment. Un hygiaphone est bien l'expression d'une façade, d'un guichet, qui est dessiné essentiellement pour des raisons de sécurité. Ensuite, vous avez évidemment ce qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, c'est l'isolation. Mais pas seulement l'isolation thermique. Vous avez de l'isolation vis-à-vis de l'eau. Évidemment, votre façade ne doit pas laisser rentrer l'eau. Peut éventuellement laisser migrer une certaine teneur de vapeur d'eau, mais évidemment ne pas permettre les voies d'eau. Les apports solaires aussi. Vous avez beaucoup de façades qui aujourd'hui se conçoivent sur des critères de confort d'été, où la grande question de la façade, c'est la maîtrise des apports solaires, avec un certain nombre de techniques de type store ou qualité de verre ou dispositif de brise-soleil. C'est ce que je disais tout à l'heure.
en parlant du diagramme solaire. La connaissance du diagramme solaire est impérative avant de dessiner toute façade. Ce qui localise une façade. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde tous ces grands bâtiments de building qu'on voit à Shanghai, à New York ou à Reykjavik, on a l'impression que c'est un concours de design, que la façade, finalement, n'est qu'une œuvre artistique, mais en fait, elle est très fortement conditionnée au climat local, qui évidemment n'est pas le même de Shanghai à Reykjavik. Donc des apports solaires, ou des apports en air aussi. Tout à l'heure, on parlait de ventilation naturelle. Quel est le degré de porosité à l'eau et à l'air que la façade va permettre? Vous avez certaines façades, ce sont simplement des mouches à rabier. C'est-à-dire qu'elles sont totalement ou quasiment totalement perméables à l'air pour des raisons de ventilation du bâtiment. Mais aussi d'isolation acoustique. Quand vous construisez un immeuble au bord du périphérique, la performance majeure qui va être recherchée, c'est la performance acoustique. Ou par exemple, quand vous avez un grand hôtel, un palace, et que vous êtes sur un boulevard parisien, il est évident que la fenêtre apporte un confort, un degré d'isolation acoustique bien supérieur à de nombreux autres bâtiments. Mais vous pouvez aussi avoir une isolation par rapport à d'autres critères. Par exemple, les odeurs. Si vous habitez près d'une décharge, par exemple, eh bien, la question de la maîtrise des odeurs par la façade va se poser. Mais finalement, de manière presque moins rébarbative, si vous êtes au bord du littoral, vous pouvez aussi essayer que votre maison ne sente pas systématiquement le filet de pêche séché. Et donc, vous allez demander un certain nombre de performances à vos fenêtres, par exemple. Alors, vous avez aussi, alors j'en ai parlé, la porosité. Ça, c'est aussi donc une performance importante. Alors, je vais donner un exemple. Quand vous faites un ravalement d'un bâtiment enduit, vous faites tomber l'enduit qui est trop vieux, vous remettez un enduit. Alors, vous avez des enduits qui sont totalement étanches à l'air et à l'eau, et vous avez des enduits qui sont extrêmement poreux à l'eau et à l'air. Alors, pourquoi on a ce degré d'amplitude de performance? C'est que selon la constitution de votre façade, vous devez être totalement étanche ou au contraire très peu. Je donne un exemple. Si vous avez une structure métallique juste derrière une façade en verre, votre façade, elle doit être totalement étanche à l'eau et à l'air. Parce que sinon, votre structure derrière va vite corroder. En revanche, si dans un bâtiment parisien, pour les bâtiments par exemple du XIXe siècle qui sont faits largement en pans de bois, il ne faut pas proposer un enduit ciment étanche, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que les pans de bois qui vont recevoir l'humidité de l'intérieur, maintenant avec l'élévation du confort, on peut avoir des cuisines qui émettent énormément de vapeur d'eau, parce qu'on va y trouver un lave-linge, un sèche-linge, une cuisine, une hotte, pardon, et une cuisine aussi qui produit la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va migrer dans la façade, et si vous l'emprisonnez avant qu'elle ne sorte dehors, eh bien les pans de bois vont pourrir. Et si les pans de bois pourrissent, c'est toute la structure de votre façade qui s'en trouve atteinte. Ensuite, vous avez une autre performance importante, c'est la pérennité de votre façade. Ça peut être une performance en termes d'assurance, mais ça peut être aussi une morale que vous êtes donnée, de faire en sorte que vos façades soient pérennes. Vous avez très très beaux bâtiments le jour de l'inauguration, et puis vous revenez 3 ans après, et vous êtes assez catastrophé de l'état dans lequel se trouve le bâtiment. En général, c'est parce que l'enduit est un peu sale, mais quelquefois, la ruine du bâtiment peut venir plus vite qu'on ne croit au travers d'une enveloppe mal conçue. Alors en fait, c'est toute la capacité que la façade va avoir, le dialogue qu'il va y avoir entre l'intérieur et l'extérieur, et votre bâtiment, il va être apte à capter, à stocker, voire à restituer un certain nombre de grandeurs, oui, dont l'énergie. Et c'est pour ça que la question de l'enveloppe est questionnée par l'énergie, mais aussi concerne les questions énergétiques du bâtiment. C'est en fait, il faut retenir l'idée d'une peau dilatée. Vous voyez, je pense que ce qui auparavant était
une sorte de métaphore un peu poétique d'une enveloppe. On parlait de peau transparente, diaphane, genre, est devenu vraiment maintenant avec les exigences écologiques, vraiment un concept qui est plus qu'une image littéraire, qui est vraiment fait partie du bréviaire intellectuel d'un architecte soucieux d'écologie. Alors, il y a une différence d'appréciation énergétique entre les questions de structure qu'on avait dit la dernière fois, et dont on avait parlé la dernière fois, pardon, et les questions d'enveloppe. En termes de structure, on avait parlé de conversion d'inertie. Par exemple, lors d'un séisme, vous avez une énergie cinétique, c'est-à-dire un sol en mouvement, et le bâtiment, la structure du bâtiment avait plus ou moins la capacité à transformer cette énergie en la dissipant, par exemple, en énergie calorifique. C'est-à-dire que la structure du bâtiment s'échauffait en quelque sorte pour pouvoir donc converser, je ne sais pas si on dit ça, oui, faire la conversion d'une énergie cinétique en énergie calorifique et la dissiper lentement pour justement, j'allais dire, absorber le choc. Donc c'était bien une conversion d'énergie, toujours avec un bilan nul. Hein. On part toujours d'une énergie qui a un certain stock avant séisme et qui se retrouve après avec le même stock. C'était une question de conversion. Et là, ça va non pas être une question de conversion, c'est-à-dire d'une énergie à l'autre, mais la même énergie, mais transférée. Donc ça va être une question de transfert d'énergie, la façade. D'ailleurs, c'est la même énergie, par exemple une énergie calorifique extérieure, eh bien, elle va être transférée à l'intérieur, et c'est une opération, donc l'enveloppe est conçue comme un opérateur de transfert, enfin qui permet une peau, une barrière qui va comment dirais-je, permettre un transfert d'une énergie à l'autre. Toujours du milieu le plus chaud, s'agissant des températures, du milieu du plus chaud au plus froid. Et donc cette énergie va migrer au travers de la paroi. C'est comme ça qu'il faut se le figurer. Donc en termes de structure, c'est de la conversion, et en termes d'enveloppe, c'est du transfert. Alors comment s'opèrent ces transferts? Ça, je pense que vous devez le savoir, mais c'est un petit rappel. Par trois effets différents. Je les cite, et on va détailler un petit peu, c'est la convection, la conduction et le rayonnement. Je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais on va se le rappeler. Donc la convection, c'est le média qui permet le transfert, c'est l'air. C'est-à-dire si je souffle sur ma main, j'accélère les transferts qu'il y a entre la chaleur qui se trouvait dans mes poumons et je la transfère sur les paumes de la main pour les réchauffer. Donc il y a bien un transfert d'une capacité calorifique de mes poumons sur les paumes de la main. Ça, c'est de la convection. Alors la convection pour un bâtiment, c'est par exemple refroidir un bâtiment par un courant froid en été. C'est ce qu'on cherche, par exemple, quand on oriente les trames des trames urbaines dans le sens des vents dominants. C'est pour que les vents dominants accélèrent les transferts entre les bâtiments et l'environnement. Donc ça, c'est la convection. Ensuite, la conduction, le média, c'est un contact direct. Par exemple, je mets ma paume de la main sur cette table qui est plus froide, je vais faire un transfert du plus chaud vers le plus froid, c'est-à-dire de ma main vers la table. Donc au bout d'un moment, la table va être à cet endroit légèrement plus chaude et ma main légèrement plus froide. Donc il y a bien un transfert par conduction. Et le troisième type de transfert, c'est le rayonnement. Alors là, c'est facile, le rayonnement solaire, le four à micro-ondes, voilà. Donc ça, mais ça, c'est un transfert par onde, c'est un transfert par onde, tout simplement. Et donc, voilà, c'est pour ce petit rappel de ces trois biais, en fait, qui permettent les transferts d'énergie d'un milieu à un autre, notamment pour l'enveloppe, du milieu extérieur vers le milieu intérieur, ou parfois en sens inverse. Alors, je vais énumérer les opérations mentales qui permettent de comprendre comment on dimensionne une enveloppe, notamment d'un point de vue thermique. Je parlais de la thermique. Alors, c'est-à-dire faire le lien entre l'énergie jusqu'à les prescriptions que vous allez pouvoir faire sur vos plans. Alors d'abord, la chaleur, c'est une forme d'énergie. On parle de l'énergie. Ça, je pense que tout le monde en est conscient. C'est-à-dire la chaleur, c'est finalement le fait d'agiter des électrons dans un certain volume
qui donne le degré, la température la température d'un air, par exemple. Alors, le transfert. Alors après, je parlais de transfert. Donc le transfert thermique, appelé Q, est un échange entre deux milieux d'une quantité de chaleur. Alors, d'où le Q de quantité. Exprimé en joules comme l'énergie. Ce transfert, il est exprimé, ce transfert thermique Q, il est exprimé en joules, c'est son unité. Ensuite, le transfert se fait par le biais d'un flux, voilà, une sorte de flux, comme d'un flux d'électrons, ou je sais pas, le débit d'un fleuve, qui est... alors le flux, c'est un rapport, une division si vous voulez, un rapport entre cette quantité Q et une unité de temps. C'est-à-dire c'est un débit en fait. Hein. On prend cette quantité de chaleur et on la fait migrer au travers de la façade par seconde. Donc c'est un flux. Voilà, le flux est plus ou moins fort, comme un robinet qu'on ouvre plus ou moins. Alors par conséquent, l'unité de ce flux est le joule, comme je l'ai dit, par seconde. Et ça, c'est la définition du watt. Voilà, quand vous parlez de kilowatts ou de kilowattheure, bon, le watt, c'est bien un flux par seconde. C'est un débit, en fait. Alors ce flux traverse notre paroi au travers d'une surface pour pouvoir la quantifier, notamment par mètre carré. Donc en fait, on va avoir logiquement le concept de densité de flux thermique, c'est-à-dire un flux qui est plus ou moins dense, plus ou moins ramassé, et l'unité de cette densité thermique est donc logiquement le watt par mètre carré. Voilà. Donc vous avez par exemple un souffle d'air chaud d'un vent qui vient, et sur une surface qui fait 10 mètres carrés, et bien par mètre carré, vous aurez une certaine densité de flux. Au moment d'une tempête de chaleur, vous aurez un flux qui est plus important, une densité qui est plus importante de flux thermique que quand il n'y a pas du tout de vent, donc où la convection est quasi nulle. Ensuite, ce flux thermique dont on parle définit un coefficient de transmission surfacique d'une paroi en le divisant par degré de température, c'est-à-dire grosso modo par Kelvin. C'est-à-dire que vous prenez cette densité et vous le divisez par le nombre de degrés, et ça vous donne une densité de flux par degré. C'est-à-dire de 20 degrés à 19 degrés, puis après de 19 degrés à 18 degrés. Ça c'est ce qu'on appelle le coefficient de transmission surfacique. Et c'est là où j'en termine. Si vous prenez l'inverse de ce coefficient, vous obtenez la résistance thermique de la paroi. Cette résistance thermique, c'est le fameux R dont tout le monde vous parle, le fameux R qui est affiché sur la plaque de plaque-opâtre que vous allez acheter à la plateforme du bâtiment ou je ne sais quelle autre enseigne de bâtiment. Donc, tout ça pour dire qu'avec des opérations très simples, puisqu'on est là vraiment dans une mathématique très simple, on passe de l'énergie, c'est-à-dire la chaleur, jusqu'à l'opération qu'un architecte fait en définissant le R de son enveloppe. Donc en fait, vous avez fait, vous, en tant qu'architecte, exactement ce que les ingénieurs ont fait quand on a parlé d'environnement, de séisme, des choses comme ça, jusqu'à dessiner les boulons qui permettaient d'assembler leur structure. Vous voyez, par ces opérations-là, qui sont très simples. Donc on est passé, je me résume, d'une quantité E d'énergie à un transfert thermique Q, à un flux W, donc en watts, puis ce flux en densité de flux thermique. Ce flux thermique, en le divisant par degré, on obtient une densité, une transmission surfacique, et l'inverse de cette transmission surfacique, c'est la résistance de la paroi. Bon. Vous retrouverez ça dans mon livre ou dans n'importe quel guide sur la thermique. Là, je n'invente rien, simplement je fais un rappel de ces opérations pour bien comprendre que vous avez, vous, en tant qu'architecte, tout à fait la capacité à définir très, très précisément les performances énergétiques de votre façade, qui évidemment vont dépendre de beaucoup de choses, comme je l'ai dit, du milieu extérieur et aussi de l'usage du bâtiment. Si vous faites un dépôt frigorifique, c'est évidemment pas la même chose que si vous dessinez un immeuble de bureau ou une maison d'habitation. Et inversement, si vous le dessinez à Reykjavik ou à Marrakech, évidemment, le milieu n'est pas du tout le même. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'énergie était la grandeur qui permettait de comprendre comment dessiner une enveloppe, ou plutôt comment comprendre aujourd'hui le dessin, la conception d'une façade. Mais je dirais que la conclusion de ça, c'est pas tellement de vouloir dessiner des bâtiments comme des bouteilles thermos,
ça serait une manière un peu défensive de voir l'approche écologique, mais de comprendre que le climat peut être votre allié. Là, je n'ai pas l'image. Alors, je pensais me présenter un de mes projets, mais je préfère présenter finalement le projet de cet étudiant. Cet étudiant a dessiné, c'est à Tokyo, une tour de bureau, il a dessiné cette façade en fonction des échanges thermiques. Donc il a calculé cette façade. Alors après, il a rajouté un certain nombre de choses, qui étaient notamment l'utilisation d'éoliennes et ce genre de choses. Mais cette façade est complètement dessinée d'un point de vue thermique par rapport à un milieu, Tokyo, et par rapport à un usage, je crois que c'était bureau-logement, je crois. Donc ça, c'était un exemple. Voilà. Et alors, comment l'a-t-il fait ? Il l'a fait par une notion dont j'ai parlé la dernière fois, un outil, pardon, une notion d'abord, mais un outil, qui sont les affordances. Alors les affordances, ça permet un grand nombre d'opérations, notamment, c'est un outil qui est très utilisé dans une manière de concevoir qui s'appelle le UX design, c'est-à-dire en fait un design qui va s'appuyer à la fois sur des approches algorithmiques et à la fois sur l'outil affordance. Alors je rappelle ce qu'est une affordance. L'affordance, c'est ce qui permet de faire le lien entre deux entités, ou parfois on le traduit par invite, ou potentiel, ou mise en relation. Alors, par exemple, je vais donner un exemple très simple, ce petit bouton qui est là, bouton pression qui est là, est une affordance, c'est-à-dire elle me permet de faire le lien entre moi-même et le mécanisme à l'intérieur de cette montre, au travers donc de ce mouvement-là. C'est une affordance. Si l'affordance est correctement conçue, eh bien l'usage sera correctement réalisé, et l'usage combine deux entités, moi-même et la mécanique de cette montre. J'avais dit, je crois la dernière fois, j'avais donné l'exemple d'une affordance qui était le petit menu qui se met en surbrillance quand on travaille sur un logiciel bien connu de traitement de texte, qui vous permet très facilement, qui vous propose d'emblée un correcteur d'orthographe ou une mise en gras ou de changement de police. Voilà. Si vous n'aviez pas ça, le concept d'affordance, il vous faudrait un grand nombre d'écrans pour utiliser juste ce logiciel de traitement de texte. Pourquoi ? Parce que toutes les possibilités de mise en action devraient être affichées simultanément sur des grands panneaux, comme un tableau de bord de Boeing. Bon, pour les pilotes, ça ne leur pose pas de problème, parce que les affordances de la conduite d'un avion ne sont finalement pas si grandes que ça, mais elles sont affichées pratiquement toutes d'emblée, pour éviter, en cas d'urgence, d'avoir à chercher ou que l'ordinateur pêche, parce qu'il ne vous a pas présenté la bonne affordance. Mais pour un traitement de texte, c'est quand même moins grave. Et donc, grâce à cet outil affordance, on arrive à dessiner énormément de choses, notamment les téléphones portables, qui, sans le concept d'affordance, seraient tout à fait impossibles. Vous ne pouvez pas réunir dans un objet aussi petit toutes les possibilités d'action que vous avez grâce à le téléphone dit intelligent. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est que pour dessiner une enveloppe comme ça, cet étudiant, qui maintenant est architecte, je pense, s'appelle Louis Welter, non seulement s'est servi de cette idée d'énergie pour pouvoir penser sa façade, mais a utilisé la notion d'affordance pour mettre en relation deux milieux, extérieur et intérieur. Si ça vous intéresse de connaître le détail de ce projet, il est largement détaillé dans mon ouvrage. Mais je vais donner aussi quelques autres exemples au travers là d'un... Alors, j'espère que ça va s'afficher. Voilà. Ça, par exemple, c'est une recherche d'un enseignant à l'école que vous connaissez peut-être, qui s'appelle David Serrero, et qui a fait sa thèse sur l'enveloppe d'un bâtiment et sa capacité à capter l'énergie, notamment éolienne. Donc il a fait d'ailleurs des simulations sur l'école, en rajoutant, comme Louis Welter l'avait fait, des micro-éoliennes un peu partout, pour pouvoir mesurer l'apport en énergie que pourrait avoir une façade si on la concevait de cette manière-là. Et là, il a fait des petits pièges, des petits accélérateurs, par effet Venturi, du vent, qui, ruisselle n'est pas le mot, mais chemine le long d'une façade, pour y mettre une micro-éolienne derrière. Vous savez, l'effet Venturi, ça consiste à réduire la section d'un flux, donc réduire la fameuse surface dont je parlais, pour accélérer le débit. Et donc plus la vitesse est grande, plus l'éolienne tourne vite, à proportion comment on appelle ça, de puissance 3, du cube de la vitesse. Voilà.
Et donc ça, on imagine que si on conçoit une façade avec ces petits déflecteurs le long de cette façade, et en mettant des microéoliennes placées ad hoc, eh bien, on pourrait imaginer une façade qui génère, ou en tout cas qui permet la captation d'énergie, et après, éventuellement, son transfert vers des équipements intérieurs. Ce qui fait qu'une façade a des capacités intrinsèques qu'on ne lui soupçonne pas. C'est-à-dire qu'une façade n'est pas juste l'expression du pouvoir de son commanditaire ou l'expression de la puissance graphique de son concepteur, mais peut parfaitement participer à toute l'écologie du bâtiment. Et voilà, on pourrait presque parler de bâtiment circulaire. Le bon exemple de ça, c'est, pour concevoir une façade, c'est, là j'ai parlé de l'air, mais on pourrait parler de l'eau aussi. Par exemple, souvent, on conçoit un bâtiment par rapport à l'eau comme un sous-marin. C'est-à-dire, on dit, un bâtiment, c'est un sous-marin qui doit être parfaitement étanche pour que l'eau ne rentre pas. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas comme ça que le bâtiment a été conçu et continue à être conçu. C'est plutôt comme quelque chose qui ruisselle. Par exemple, quand vous regardez les toitures traditionnelles, l'eau peut rentrer, peut s'infiltrer sous les ardoises, par exemple, ou sous les tuiles. Mais comme en général, avec la gravité, l'eau va de haut en bas, il n'est pas nécessaire que la couverture s'oppose à des mouvements d'eau qui iraient du bas vers le haut. Il ne s'oppose, ou plutôt il ne conduit l'eau que du haut vers le bas, jusqu'au pied du bâtiment, suffisamment éloigné pour que l'eau ne stagne pas en pied de mur, de manière à, par capillarité, venir un peu chatouiller la structure de la maçonnerie. Donc je pense qu'il faut perdre l'idée, notamment écologique, qui va souvent de pair avec une approche dite écologique, c'est de vouloir faire un objet totalement étanche, en tout point, mais au contraire revenir à des principes simples en architecture, qui est de conduire l'eau là où on veut qu'elle aille. Voilà. En général, l'eau va là où on ne veut pas qu'elle aille, et là, le principe d'une bonne architecture, c'est conduire l'eau où on veut qu'elle aille, c'est-à-dire un peu plus loin du bâtiment. Mais on pourrait parfaitement dire, je voudrais que l'eau aille dans des cuves pour la récupérer. Bon. Eh bien, vis-à-vis du vent, c'est la même chose, et l'énergie, c'est la même chose. C'est concevoir le bâtiment de manière à pouvoir utiliser l'énergie comme on voudrait l'utiliser. Et non pas simplement s'en isoler, s'isoler de ces transferts. De dire, voilà, je m'isole au maximum, je fais mes 40 cm d'isolant comme si je construisais une base en Antarctique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on peut imaginer de concevoir des enveloppes qui permettent d'une part de capter cette énergie et d'autre part de la transférer là où on en a besoin. Voilà. Donc ça, c'est très important comme paradigme. Alors peut-être qu'on revient à un paradigme ancien, ou plutôt on applique à l'énergie le paradigme de l'eau, qui a toujours finalement présidé à la conception architecturale. Un toit de chaume, par exemple, un toit de chaume est un toit qui n'est pas étanche à l'eau. Simplement, elle conduit rapidement l'eau le long des fibres de roseau, enfin des cannelures de roseau, juste un peu plus loin, en général 40 cm, au pied du bâtiment. Et bien là, on pourrait très bien imaginer que cette même maison, ce même bâtiment, capte cette énergie, la stocke, la restitue quand on veut, pour l'usage qu'on veut et au rythme qu'on veut. Donc il y a un côté cyclique dans l'approche écologique qu'on avait un peu perdu dans une approche dite de la modernité. Voilà, j'en termine pour la façade. Je voudrais maintenant parler d'ambiance, qui est le troisième volet de notre approche, où là on voit aussi que la prise en compte de ces questions énergétiques change assez radicalement, peut changer assez radicalement notre manière de voir. Là aussi, finalement, pour assurer, on va parler simplement, pour assurer une bonne ambiance. Par exemple, qu'est-ce qu'une bonne ambiance dans cette salle? Celle qui me permet de professer, celle qui vous permet d'écouter dans un relatif confort, celle qui vous permet d'être à l'abri du son, du vent. Voilà, bon, c'est tout à fait trivial. Voilà, donc assurer un confort thermique, acoustique, visuel, qui soit, en tout cas, assuré tout au long de la continuation de ce cours. Finalement, je pense qu'on pourrait presque parler de magistère énergétique pour comprendre cette approche un peu globale de la question des ambiances.
Alors, on va commencer un peu par un peu de thermique, et là aussi, toujours commencer par des choses absolument ordinaires et triviales, de savoir ce qu'un bâtiment consomme comme type d'énergie pour assurer cette ambiance, à commencer par tous les équipements qui font un bâtiment. Alors, je vais plutôt me référer à une habitation, parce que c'est le plus simple. Alors, ce qui requiert le plus d'énergie pour assurer confort et sécurité, c'est le volet chauffage. Alors là, je parle sous nos latitudes. Évidemment, c'est assez différent selon les latitudes, mais en zone tempérée, c'est d'abord le chauffage, pour une bonne moitié. Raison pour laquelle, quand on parle de transition écologique, on parle essentiellement de la question du chauffage. Mais à l'inverse, on commence avec le dérèglement climatique à parler de climatisation. Quand je dis climatisation, ce n'est pas forcément l'air conditionné, ça peut être une ventilation naturelle. Donc c'est le confort, alors j'avais parlé d'abord de confort d'hiver avec le chauffage, et maintenant on commence à beaucoup parler de confort d'été avec les canicules qui se succèdent, y compris à Paris. Alors, pourquoi on commence à en parler? D'abord parce que le confort d'hiver est en général assez simple à assurer par l'isolation et puis par un système de mise en chauffe du bâtiment. Toute la question, évidemment, est de l'énergie qui requise par cette mise en chauffe. Mais le confort d'été est plus compliqué, parce que refroidir un bâtiment est quand même un peu plus compliqué que le chauffer, et si vous l'isolez, le surisolez, eh bien, vous n'aurez que très partiellement répondu à la question. Donc le confort d'été commence à se poser. Une fois que vous avez abordé ce volet, qui est en général sous nos cieux à peu près la moitié de la question énergétique, vous avez la question des équipements. Et là, dans une maison, c'est en général l'équipement électroménager. C'est-à-dire la cuisine et la buanderie, en gros. Hein, la cuisine et la buanderie. Sachant que dans la cuisine, vous le savez, ce qui consomme beaucoup, c'est le four, qui requiert énormément d'énergie. Et, alors ça, vous en servez peu de temps, mais ça requiert beaucoup d'énergie. Et le frigo. Alors, il requiert peu d'énergie, mais c'est pas nul, hein, c'est plus qu'une lampe, mais tout le temps, en permanence. Donc finalement, le bilan annuel entre le four et le frigo est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et puis après, vous avez des utilisations partielles et qui peuvent être assez énergivores, comme le sèche-linge, le lave-vaisselle, bon, tout l'équipement électroménager. Vous avez évidemment la cuisson aussi, qui requiert parfois beaucoup d'énergie. Voilà. Ensuite, vous avez, là aussi, un peu l'ordre décroissant, vous avez l'éclairage. L'éclairage peut requérir beaucoup d'énergie. Alors, pas dans une maison, en général, c'est quand même pas des dépenses folles, mais vous avez des endroits où, comme un théâtre ou un théâtre, qui peut requérir énormément d'éclairage. Vous avez une scène suréclairée, puis vous avez quand même beaucoup d'espaces qui doivent être éclairés, pour des raisons de sécurité, par exemple. Et puis après, il ne faut pas l'oublier, qui peut piéger, c'est tous les IoT, c'est-à-dire les objets connectés à Internet, qui commencent par addition, année après année, à requérir de plus en plus d'énergie. On parle de 7% aujourd'hui, on parle en 2030 de 15%. C'est un doublement de la proportion de ces objets dans les consommations énergétiques au niveau du bâtiment. Donc ça commence à être relativement important. Alors finalement, les stratégies qu'on peut imaginer dès le départ, c'est donc de cibler d'abord ces gros postes de consommation, donc dans l'ordre chauffage, climatisation, électroménager. Alors l'électroménager, l'architecte, il est évidemment peu requis dans cet effort-là, mais chauffage, climatisation, évidemment, là, tout son art est évidemment convoqué pour participer de cet effort. Je rappelle, le bâtiment, en gros, un tiers de consommation énergétique totale des hommes. Alors ça, c'est une première stratégie. Une deuxième stratégie, ça peut être de diminuer les surfaces construites. Vous savez qu'avec l'élévation du niveau de vie, les surfaces par habitant ont tendance à croître. Vous avez, par exemple, dans la banlieue de Washington, des couples qui sont plus que deux parce que les enfants sont partis et qui peuvent habiter 1200 mètres carrés, par exemple. Il y a des pièces qui ne sont jamais ouvertes, voire certaines, moi j'en ai vu, non utilisées. Voilà. Alors, en général, l'élévation du niveau de vie, c'est valable dans tous les pays, amène une élévation de la surface habitable par habitant. Donc ça pose un problème, parce qu'évidemment, ce n'est pas inextensible. Donc on peut quand même réfléchir à des espaces plus petits et donc mieux conçus pour amener le même degré de confort. On peut travailler sur les volumes aussi.
Par exemple, est-il nécessaire d'avoir forcément un séjour double hauteur pour une question d'affirmation de statut social, ou une question de confort visuel, ou de confort éventuellement thermique, ou d'inconfort thermique. Voilà, donc on peut jouer aussi sur ces volumes construits. Et puis, on peut aussi jouer beaucoup sur les services, et notamment les services inutiles. Combien de services de domotique inutiles, combien d'aménités, d'appareils d'électroménager inutilisés, qui consomment quand même de l'énergie. Là aussi, il y a des grosses pistes de réflexion que les architectes peuvent, sur lesquelles ils peuvent se pencher. Et ça veut dire que l'outil Affordance est extrêmement utile pour penser justement toutes ces questions-là. Voilà. C'est donc des questions à la fois d'échelle et des questions d'aménité qui se posent. Une chercheuse américaine qui s'appelait Michelle Eddington a édicté finalement une sentence qui est, que je trouve utile. Elle dit en fait que le bâtiment est soit trop grand, soit trop petit. C'est-à-dire il est trop grand quand on parle de conversion. Il est trop grand quand on parle de transfert d'énergie, et il est trop petit quand on parle de conversion d'énergie. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Quand on parle de transfert d'énergie, il est trop grand. C'est-à-dire que finalement, ce dont nous avons besoin pour vivre, et confortablement, notamment d'un point de vue thermique, requiert un volume qui est finalement beaucoup trop grand par rapport au bâtiment. Vous avez par exemple des halls de tours qui sont gigantesques et qui sont non nécessaires en termes de transfert d'énergie. Et en revanche, en termes de conversion d'énergie, ils sont trop petits. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du tout à l'échelle d'un séisme, ils ne sont pas à l'échelle d'une tempête, ils sont trop petits, ils sont inefficaces par rapport à la question climatique. Et donc, elle veut montrer par là que les architectes doivent d'abord réfléchir à l'échelle de leur bâtiment pour réfléchir à ces questions de thermique et donc d'écologie. Voilà, on pense souvent à la technologie du bâtiment, on pense parfois à l'implantation du bâtiment, mais on ne pense pas à l'échelle du bâtiment comme un outil puissant écologique. Le bon exemple, c'est ça. Le bon exemple pour expliquer ça, c'est l'effet rebond. Vous savez, l'effet rebond, c'est toutes les économies d'énergie sur lesquelles vous avez opéré, vous les perdez parce que vous vous dites « donc je peux m'offrir ça ». Le bon exemple, c'est il y a une étude qui est sortie récemment, enfin récemment, je dis peut-être il y a 3 ans, qui faisait le bilan de 10 ans d'efforts énergétiques du bâtiment en Allemagne. Donc ça devait être 2000, 2010, quelque chose comme ça, ou 2005, 2015. Et donc ils ont investi des sommes très importantes, on parle de 100 milliards d'euros, pour amener leur bâtiment à être moins énergivore. Et donc, ils ont voulu faire un bilan, de regarder si le bâtiment consommait moins, logiquement, il aurait dû consommer moins, après tout cet effort, qui est important, 100 milliards, c'est quand même une somme considérable. Eh bien, ils se sont aperçus que l'énergie requise par les bâtiments était exactement la même, à cause de l'effet rebond. C'est-à-dire que quand vous offrez des bâtiments et des logements qui consomment moins d'énergie, notamment en termes de chauffage, eh bien, vous vous dites, donc je peux m'acheter une batterie électrique, je peux m'acheter un smartphone par personne, je peux m'acheter une voiture électrique que je vais recharger. Voilà. Donc en fait, l'effet rebond est un effet qui maintenant est bien connu, qui est de dire, eh bien, pour résoudre un problème, j'emploie une technologie, mais qui finalement va déplacer le problème. C'est-à-dire va me dire, parce que c'est la nature humaine, eh bien j'ai économisé tout ça, donc je vais pouvoir utiliser cette énergie pour faire autre chose. Et en fait, créer un besoin qui n'était soit pas satisfait auparavant, soit qui n'existait pas, tout simplement pas. Par exemple, avoir un smartphone ne correspondait pas à un besoin vital dans la vie. Eh bien, ça a été notamment permis par des économies d'énergie prises ailleurs. Et donc, la question pour nous maintenant, c'est de travailler... alors, comment travailler les bâtiments justement pour les amener à, comment dirais-je, s'inscrire non pas dans une exigence performantielle d'économie d'énergie, mais dans la grande question écologique et notamment climatique. C'est donc penser en termes de quantité d'énergie, comme je viens de le dire, mais aussi de qualité d'énergie,
D'où vient, alors ça vous le savez, renouvelable, non renouvelable, stockable facilement ou pas, intermittente ou pas. Donc il faut caractériser l'énergie comme on l'a vu tout au long de ce cours. Et après faire le lien avec le bâtiment en choisissant donc sa technique et ses matériaux en fonction de masse volumique, en fonction de la conductivité thermique, sa capacité à stocker aussi les thermies, donc son inertie, des questions de déphasage aussi, pour utiliser des cycles, pour assurer ce confort, et pas seulement de brancher la prise pour avoir un confort tout le temps permanent, indépendamment de cette cyclicité de l'environnement. Donc c'est penser le bâtiment très différemment en termes d'échelle, en termes de comportement, en termes de cycle, en termes finalement de symbiose avec l'environnement. Je voudrais passer, voilà, j'ai illustré ça par cette image, qui est une petite mare faite par un ami paysagiste, que j'ai peut-être montré déjà, en grand, mais pour montrer que finalement, la nature avait produit un nombre incalculable de solutions pour assurer la survie de ces espèces, ou de ces variétés, ou de ces essences. Et donc, ça montre que nous, en tant qu'architectes, nous pouvons aussi, nous avons une, comment dirais-je, une capacité, je pense que nous avons une capacité très importante à imaginer des solutions extrêmement différentes et extrêmement adaptées pour faire le lien entre l'environnement et les usages qu'on attend d'un bâtiment. Finalement, pour faire un environnement qui soit un peu merveilleux, comme cette mare, plutôt qu'un environnement générique à énergétique gris, tiède, un peu comme est décrit la ville, comme Rem Koolhaas décrit la ville générique. Alors pour ça, il faut intégrer le facteur humain dans cette matrice urbaine. On peut parler d'urbanisme participatif. Donc il faut requérir une intelligence collective, y compris sur des questions qui peuvent sembler techniques, mais pour lesquelles on peut quand même trouver des solutions, notamment au niveau des usagers. Je disais que par exemple, l'usager avait plus tendance à économiser le gaz que l'électricité, tout simplement parce qu'il voyait le gaz quand il cuisait un plat, alors qu'il ne voit pas l'électricité. Donc voilà, c'est tout à fait le genre de couplage sur lequel nous devons travailler. Finalement, ça m'amène à conclure, avec là aussi des projets des étudiants, sur ce que j'appellerais des transversalités énergétiques. C'est-à-dire, ça n'est pas uniquement une approche technologique qui permet de maîtriser ces questions énergétiques, mais bien une transversalité, un couplage entre les usagers et le bâtiment. Et donc je voudrais montrer, pour illustrer ce propos, comment en croisant structure, enveloppe et ambiance, et grâce aussi aux usagers, on peut arriver à ouvrir des pistes de recherche tout à fait intéressantes et dès l'école. Donc là, ce que je vais vous présenter, ce sont des projets de master d'étudiants qui ne sont pas des projets professionnels, mais qui peuvent être tout à fait construits, mais qui sont vraiment des projets qui vont très à fond dans les questions écologiques et énergétiques et dans les approches qu'elles ont eues. Alors, je vais donc montrer des projets qui lient structure avec enveloppe, ou structure avec ambiance, ou enveloppe avec ambiance. Alors, le premier que je voudrais montrer, je les montre rapidement. Alors, pardon, ça je passe, c'est un de mes projets, mais pour montrer l'idée d'affordance, ça n'a pas d'importance. Alors voilà un premier projet, où là, la question de la structure et la question de l'enveloppe sont gérées simultanément. Vous voyez bien que là, la structure du bâtiment et la structure de l'enveloppe sont pensées simultanément. Alors l'intérêt de ça, c'est l'économie qu'il y a. C'est-à-dire, plutôt que de penser une structure puis une enveloppe, on pense simultanément les deux en même temps, avec un certain nombre de techniques qui sont très liées à... on s'appuie beaucoup sur l'outil affordance pour arriver à concevoir ce type de projet. Alors je ne rentre pas dans le détail du projet, ça, je crois que c'est un musée et puis un centre participatif de... Je ne sais plus très bien pour quel usage, mais moi ce qui m'a intéressé, c'est donc le couplage structure-enveloppe. Maintenant je vais montrer un projet qui est le couplage ambiance-structure.
Alors ça, c'est un bâtiment que je vous avais montré, je crois, dans un cours, qui est ça, c'est l'écorché d'un bâtiment à énergie positive fait par un architecte qui est enseignant à Nantes d'ailleurs, qui s'appelle Pascal Gontier, où il puisait dans les pieux des fondations les thermies de l'eau, puisqu'il était très très près de la nappe phréatique, il est tout près de la Seine, sur l'île Saint-Germain, et puis il l'échangeait donc au travers d'un échangeur naturel au sein de la maison, voilà. Et puis il pouvait inverser. En hiver, il est chauffé, et en été, il est refroidi, avec un système de cheminée de ventilation naturelle. Là où c'est intéressant, c'est que tous les plateaux de ce bâtiment se raccrochent à ce tronc, comme un arbre, finalement. Et donc, on a comment dirais-je, l'objectif, c'est d'assurer le plus grand confort possible, naturel, à cette maison, mais en couplant cette réflexion avec la structure même du bâtiment. Alors, pour vous donner un exemple, là l'écorché ne le montre pas, mais en termes acoustiques, les planchers ont une grosse inertie parce que ce sont des planchers en bois remplis de gravier, pour des raisons d'inertie, de capacité à stocker l'énergie, mais la performance induite et gratuite, si je puis dire, c'est l'acoustique. Entre deux étages, vous n'entendez strictement rien. Par exemple, si je fais une fête ici, au premier étage, au rez-de-chaussée, on ne le saura pas. On ne le saura pas, on ne l'entendra pas. Autre intérêt, il a disposé du triple vitrage. Alors le triple vitrage, c'est si par exemple, je m'installe ici, ça, imaginez que c'est un triple vitrage, si je m'installe ici dans un fauteuil, je peux lire, même en hiver quand il fait -5. Pourquoi? Parce que par conduction et convection, cette paroi sera tiède et non pas froide. Et donc j'ai plus de mètres carrés habitables. Donc là aussi, c'est induit. Vous voyez, c'est-à-dire que ce bâtiment, s'il a 200 mètres carrés de surface habitable, il a effectivement 200 mètres carrés habitables. Alors que ce bâtiment, si c'était une maison, s'il faisait 200 mètres carrés, là, je ne pourrais pas lire. Je pourrais faire d'autres choses. Je pourrais être là et continuer à faire le cours. Je sors du champ, pardon. Mais je ne pourrais pas lire. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est offert par un souci écologique. Et puis maintenant, autre projet. Alors ça, ce n'est pas un projet d'un étudiant, excusez-moi, c'est un projet d'un architecte, mais maintenant je vais revenir à un projet d'étudiant, qui a été fait il y a 2 ans, par des étudiants qui, eux, couplent la question de l'ambiance, des ambiances et de l'enveloppe. C'est-à-dire qu'en fait, par une approche algorithmique, ils ont fait tourner des algorithmes pour préserver la forêt et un certain nombre de sujets qu'ils avaient identifiés, sujets boisés qu'ils avaient clairement identifiés, et en utilisant une enveloppe Voronoi, ils ont travaillé sur les ambiances qui étaient très différentes, puisque là vous avez un auditorium, et là vous avez un centre d'exposition, et il y avait aussi du logement. Ils ont couplé cette question d'ambiance et d'enveloppe. Donc à chaque fois, il y a un couplage. Et là aussi, il y a des choses qui surgissent, qui émergent presque au sens scientifique du terme, comme une singularité, qui émerge de cette prise en compte de la question de l'énergie au niveau des enveloppes et de l'ambiance. Et alors, je voudrais terminer par un autre exemple que vous connaissez bien, alors là, pas besoin de vous le présenter, que j'ai visité il y a quelques années, qui est le Rolex Learning Center de Cegima à l'EPFL, donc une école, où là, j'allais dire, vous avez les trois, le couplage des trois. C'est-à-dire une pensée complètement, radicalement nouvelle en termes de structure, en termes d'ambiance et en termes d'enveloppe. Vous avez une approche visiblement algorithmique de la question. Vous avez la dimension humaine qui est prise aussi en question par la question des personnes à mobilité réduite, mais aussi par presque le postulat qui consiste à dire on apprend autant en cours magistral, c'est-à-dire ici, qu'en discutant dans le couloir avec l'enseignant ou même avec un étudiant. Et donc, c'était pour favoriser ces rencontres informelles. Voilà. Et vous avez donc une maîtrise des ambiances, de la lumière, de la chaleur, de la structure, qui donne, pour moi, ce qui est un des chefs-d'œuvre de la... Je ne sais pas si c'est la fin du XXe siècle ou le début du XXIe, mais un chef-d'œuvre particulièrement réussi de l'architecture. Voilà. Et alors, donc je voudrais en terminer. Je regarde, oui, c'est ça. En parlant de la construction d'une écologie. Finalement, nous, en tant qu'architectes, nous devons concevoir et faire construire des bâtiments, mais on doit construire aussi une écologie. En fait, une sorte de troisième nature qui serait une alliance symbiotique entre nos bâtiments, nos villes,
et puis l'environnement. C'est ça l'objectif ultime. En tout cas, je pense que c'est ça la commande, la vraie commande. Bien sûr, vous êtes dans un système économique où vous aurez des commandes, ce qu'on appelle des vraies commandes, qui seront de concevoir et de faire des bâtiments. Mais finalement, la vraie commande, c'est bien celle-là, c'est d'assurer l'habitabilité de notre planète aux générations, alors à nos générations et puis aux générations futures. C'est ça la vraie commande. Et donc nous sommes bien en charge de la construction d'une écologie. C'est-à-dire, l'écologie, ça veut dire la maison en fait. Hein. C'est comment on peut construire cette maison. C'est pour ça que j'ai parlé d'écologie constructive. Voilà. Et c'est donc une architecture qui, comme vous l'avez compris, allie l'humain et le non-humain, l'environnement et l'anthroposphère, c'est-à-dire le monde de l'homme. Et je pense que l'énergie est une des grandeurs qui permet justement de comprendre cette commande. En parlant de champs énergétiques, par exemple, comme j'en ai parlé, en essayant d'en maîtriser la complexité, donc d'où l'approche parfois algorithmique nécessaire pour le faire, dans une espèce de ce que les Américains appellent un work in progress, c'est-à-dire ça n'est jamais fini, l'œuvre n'est jamais finie, un peu comme la Sagrada Familia, finalement. Votre bâtiment n'est jamais fini, puisque c'est le passé d'un futur bâtiment à venir, ou si vous avez réutilisé des matériaux, c'est le futur d'un bâtiment qui a déjà vécu. Donc on est dans un perpétuel renouvellement sur la base de modèles alternatifs. Il y a eu, dans les années 60-70, des modèles alternatifs d'un point de vue social. Je ne parle pas humain, mais d'un point de vue social, dont les plus connus, les quartiers christianiens à Copenhague, Creutzfeldt à Berlin, ou même Sausalito en Californie. Et nous devons inventer ces modèles alternatifs social, mais également écologique. Ce qui fait que maintenant, je pense que la construction en architecture ne devrait plus se fonder sur la trilogie structure, enveloppe, ambiance, mais plutôt sur, comme je l'ai expliqué lors de ce cours, au cours des 8 séances de ce cours, état énergétique, organisation par affordance et monde vivant. Voilà, je pense que l'enseignement, en tout cas de l'architecture, devrait se faire sur cette trilogie-là, plutôt que la trilogie structure, enveloppe, ambiance, qui me semble totalement dépassée pour imaginer cette écologie constructive. Je termine le cours avec quelques mots-clés que vous pourriez garder en tête, comme il me semble, comme important en termes de grammaire et de vocabulaire de cette pensée constructive. C'est d'abord prospective, c'est-à-dire la nécessité... Alors vous en faites déjà un petit peu maintenant à l'école, par des analyses de cycle de vie, ce qui était nouveau, moi j'en faisais pas des analyses de cycle de vie. Et maintenant aussi, vous en faites aussi beaucoup, de la prospective sur différents scénarios. Par exemple, le scénario de la montée des eaux, le scénario de l'accélération des vents, ou de la sécheresse, ce genre de choses. Donc la prospective me paraît quelque chose de nouveau et d'important pour vous en tant qu'architecte. Grammaire et vocabulaire, j'ai dit, très fortement varié, comme je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. L'idée de mouvement aussi, c'est-à-dire que vous êtes en perpétuel mouvement, vous n'êtes plus dans des milieux figés où la ville est millénaire et sur lequel vous feriez un bâtiment qui sera destiné pour lequel vous ne vous interrogeriez pas, pardon, je vais y arriver, sur le futur, parfois sur le passé, mais rarement sur le futur. On est donc toujours dans un mouvement. Ce mouvement est fondé sur des cycles et des flux, comme je l'ai expliqué, une saisonnalité, finalement, pour faire le lien entre le monde vivant et le monde anthropomorphique. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre le métabolisme hybride entre ces deux sphères, la biosphère et l'anthroposphère. Vous pourrez parler aussi de confort. On en a parlé, confort thermique, confort acoustique, confort visuel, en disant que votre but, c'est de rassembler ces conforts-là. C'est-à-dire faire en sorte que tous ces conforts n'en forment qu'un, y compris olfactif, par exemple, y compris sensuel. Il y avait un architecte, je crois que c'était Ferrier, qui avait parlé de sensualité pour le métro. Bon, quand je vois d'ailleurs les dernières stations qui sont en train de sortir, j'ai du mal à voir où est la sensualité, mais c'était quand même un objectif qui s'était donné. Et puis, dernier mot, je conclurai mon cours là-dessus, c'est peut-être le plus important, c'est l'écosystémique.
C'est-à-dire l'écosystémique, c'est justement ce mariage, cette réconciliation entre l'anthroposphère et la biosphère, ou entre l'homme et la nature, sur la base d'une écosystémique, qui peut être un biomorphisme, par exemple, qui peut être un écomimétisme aussi, qui peut être tous ces rapports qu'on essaie d'opérer, soit morphologiques, soit de comportement, soit de pensée aussi, entre ces deux entités, de manière à créer des symbioses entre ces deux mondes. J'en ai terminé. Avez-vous des questions ?